d'intelligence artificielle, les mots sont parfois plus forts que la réalité. On entend révolution, rupture, remplacement. Mais est-ce vraiment ce qu'on vit aujourd'hui? Est-ce qu'on assiste à une vraie transformation du métier de gestionnaire de paye? Aujourd'hui, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. On va comprendre ce que l'IA peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire, ce que ça change ou pas dans votre quotidien et surtout ce que ça dit de votre rôle, de votre expertise d'aujourd'hui et celle de demain. Je vous propose d'entrer ensemble plutôt dans les coulisses de cette IA, de voir concrètement comment elle arrive dans vos outils, en tout cas comment elle se prépare pour arriver dans vos outils. Et pour ça, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes qui sont au cœur de cette transformation. Merci de leur faire un accueil triomphal. Agathe Fonsagrive et Vincent Bonnefoy. Vincent, Agathe, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ça marche. Oh, vas-y, je t'en prie. Bah non, vas-y. Bonjour à tous. Moi, je suis chercheuse en expérience utilisateur et je travaille au design chez Cegid. Et moi, je travaille en tant que product manager sur cette offre, Cegid Pulse pour la paye. Voilà. Parfait. On peut dire que, en fait, vous travaillez main dans la main avec des gestionnaires de paye pour construire les premiers cas d'usage concrets d'IA générative dans la paye. Et ce travail collaboratif, il a un nom puisqu'il s'appelle le programme Beta. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? En quoi consiste le programme Beta? Alors, le programme Beta, c'est un programme qu'on a en place depuis le mois de février. On travaille à 3 collègues sur le sujet. Julien Pivin, qui doit être quelque part dans la salle, qui est product designer, Vincent et moi-même. Et on interagit avec des bêta-testeurs, on les appelle comme ça, qui sont des responsables de paye et gestionnaires de paye. On a le plaisir d'en avoir 9 en tout, qui représentent à peu près 7 entreprises. Et on fonctionne par cycle. En fait, on a des cycles de recherche. Un cycle de recherche, c'est 3 étapes. C'est d'abord, on commence par collecter des données sur l'expérience des utilisateurs. Donc là, ça peut se manifester de différentes manières. On part faire des observations des utilisateurs en situation d'utilisation, mais aussi en train d'exprimer leurs besoins. On peut faire des entretiens, où là, on pose des questions un petit peu plus précises. Et on peut faire aussi des ateliers. C'est ce qu'on a fait ces dernières semaines. Des ateliers où on modélise un processus métier en particulier. Donc, on leur demande de décortiquer ce qu'ils font de A à Z, ce qu'ils ressentent quand ils le font et ce qu'ils aimeraient changer. Donc ça, c'est pour la collecte des données. Après, je retranscris tout, j'analyse tout. C'est une analyse qualitative. Donc, en gros, je crée des ensembles thématiques. Sur cette base, j'arrive sur des conclusions. Donc, en gros, des opportunités ou des risques. Et sur cette base-là, je fais des recommandations. C'est là où s'arrête la deuxième étape. Et on passe sur la troisième, qui est la plus intéressante. On fait le bilan du cycle de recherche et on dresse des perspectives. Et c'est là où on se retrouve avec tous les bêta-testeurs. On leur a dit, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a compris de votre expérience, voilà ce qu'on pense faire, est-ce qu'on est dans le juste pour vous, est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on change des choses? Et en fonction des réponses, eh ben, on décide ce qui va advenir sur le prochain cycle de recherche. Donc en gros, il y a des choses qui partent chez Vincent en développement, au niveau de la roadmap produit, et il y a d'autres choses qui méritent un raffinage supplémentaire en recherche, et là, ça se passe sur d'autres collectes sur la suite. Alors déjà, moi, ce qui me plaît dans cette démonstration, dans cette définition, c'est que je trouve ça tout à fait normal d'avoir des gestionnaires de paye au cœur finalement de la recherche d'IA, on va dire, pour en mettre dans des solutions de paye. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous parlez de cycle de recherche. Combien de temps dure un cycle? Et puis il y a peut-être une anecdote peut-être sur un moment un peu déclic, je ne sais pas, qui vous a Je marqué. peux parler de la durée des cycles et tu veux parler d'une anecdote? Grosso modo, on s'ajuste en fonction des objectifs, mais aussi des moyens qu'on a. On en a fait 3 des cycles jusqu'ici, et c'est minimum 3 semaines et maximum 6 semaines. Et on essaie toujours de faire des choses très ramassées pour pouvoir arriver sur des résultats assez vite et nourrir
la progression du produit à intervalles plutôt régulières. Et ouais, en tant que déclic que j'ai eu, moi, c'est alors les premières utilisations. On a fait des premières interviews avec des utilisateurs et ils commencent on avait un use case qui était saisir une prime voilà, avec notre IA. Donc ils saisissent la prime et tout de suite, ils quittent l'outil, ils retournent dans leur outil de paye. Et là, je me suis dit, ah ok, ouais. Donc en fait, ils vont avoir vraiment besoin de contrôler tout ce qu'ils vont faire. Et la confiance qu'ils vont avoir envers l'IA, elle va être primordiale au succès de notre solution. Pour nous aider pour aider notre audience, si c'était nécessaire, à bien comprendre ce que vous faites, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de pistes que vous suivez? Ouais, pour en donner une très concrète qui rejoint encore une fois la confiance, c'est quand on a compris cet aspect-là, on s'est dit ok, ils vont vouloir contrôler, ils vont pas pouvoir y échapper, de retourner dans leur outil de paye et d'aller contrôler, et ça nous va très bien parce que l'outil il est quand même robuste, il est performant, l'outil qu'on a aujourd'hui pour la paye, et on s'est dit ok, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'ils aient à la fois accès à leur outil d'IA qu'on leur met à disposition, mais aussi à leur paye. Donc on a commencé à réfléchir avec le design comment on va pouvoir le faire. Et on est revenu avec 4 solutions. Donc là, bon, je vais vous énoncer les 4 solutions, elles sont peut-être un peu techniques, donc n'hésitez pas. Non, mais là, ils sont en pleine digestion. Ah donc c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai entendu quelques ronflements, je crois, donc ça va. Non, tu peux y aller. Bon. La première, ça a été de renvoyer Cegid Pulse directement par-dessus leur interface. Ça, non. Ils veulent garder, ils veulent avoir une vue. On leur a proposé le fait de l'avoir un peu par-dessus, mais sur le côté. Ce qu'on appelle en side panel, mais sur le côté. Pareil, non, ça leur va pas parce qu'ils n'ont pas vraiment une vue concrète. Ils sont exigeants. Hein. Ouais, ils sont très exigeants. Tant mieux. Mais on peut les comprendre. Bien sûr. Ensuite, on a eu aussi le cas en side panel, mais vraiment du coup avec la fenêtre de Pearl Ultimate coupée en deux. Là, ils ont dit ouais, là je commence à m'y retrouver, ça me va bien, du moins dans l'immédiat, parce qu'après effectivement, j'aimerais pouvoir aussi faire confiance à l'IA. Et dans un premier temps, ça va m'intéresser. Et aussi des gens qui ont des configurations, ils n'ont qu'un seul écran et du coup, ça va bien leur aller. Et on a ce qu'on a actuellement aussi aujourd'hui qui est disponible, c'est que vous avez peut-être déjà vu en démonstration, l'ouverture dans un nouvel onglet. Ça, ils se sont dit, en fait, ça me va bien parce que j'ai une configuration de mon poste de travail où j'ai 2 écrans et du coup, pouvoir avoir à la fois mon logiciel de paye et mon IA, ça me va très bien. Donc, au final, on a retenu ces 2 solutions. Et de mon côté, maintenant, elles sont en train d'être designées, elles sont en train d'être conçues pour pouvoir prochainement leur proposer et leur mettre à disposition pour qu'ils nous refassent encore des retours là-dessus. Parce qu'on itère toujours et encore. On le disait encore ce matin, cette notion d'ergonomie, parce qu'il s'agit de ça, c'est primordial. Ah oui, c'est très important. Et il faut que ce soit le plus simple possible aussi. Bien sûr. Il ne faut pas que ce soit trop complexe pour eux. Et ça nous va très bien pour ça, parce que c'est exactement ce qu'on veut. Parfait. Agathe ? Une autre anecdote, alors c'était à la fin d'un entretien avec un bêta-testeur. Sur les 5 dernières minutes, on a entendu quelque chose qui nous a profondément marqué tous les 3. On a entendu « je veux pas un énième ouvre-bouteille, je veux un Android ». Donc, qu'est-ce que c'est l'ouvre-bouteille et qu'est-ce que c'est l'Android? Je vais vous expliquer. En fait, on était en train de parler d'un use case qui s'appelle je saisis un arrêt maladie. Donc, je saisis les dates, le salarié concerné, Pulse s'enregistre, voilà. Et à la fin, le bêta-testeur nous dit ouais. Et alors, qu'est-ce que j'en fais moi de ça? C'est pas du tout là où j'ai envie d'avoir un service rendu par la machine. C'est trop élémentaire comme action. Moi, j'ai envie d'être dans l'Android. Moi, j'ai envie que cette saisie soit appréciée dans son contexte. C'est-à-dire que les interactions avec les autres données, avec les règles de gestion globales, j'ai envie que Pulse me dise « Attention, là, il y a une incohérence. Attention, il y a une action à anticiper. » Parce que c'est là où je vais vraiment gagner du temps. Donc, en gros, c'est tous les processus qu'il a dans son cerveau qu'il aimerait pouvoir avoir dans la machine. Donc, c'est ça, l'Android. Et là, on s'est dit, OK, là, on arrive dans un autre niveau. Et on s'est mis en ordre de marche pour arriver à adresser le challenge. Est-ce que certaines attentes des bêta-testeurs vous ont surpris ou déstabilisé? Bon, là, c'était un petit peu le cas. Mais y a-t-il des idées qu'ils ont portées et que vous n'aviez, pour le coup, pas du tout envisagées?
Oui, moi, il y en a une qui m'a aussi un peu marqué. Décidément, on fait que être surpris. C'est au début, quand leur a donné l'outil entre les mains, on leur a donné aucune consigne en termes de prompting. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'instruction je vais donner à l'IA. Donc, on voulait voir vraiment comment ils allaient se comporter et qu'est-ce qu'ils allaient écrire concrètement pour ça. Donc, on les a laissés comme ça. Ils ont commencé à utiliser. Et les premiers retours qu'ils nous ont fait, ils nous ont fait oui, c'est bien ça, Vincent. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir aussi guider. Et je me suis dit, ouais, ok. Donc en fait, on vous laisse le champ libre, mais vous voulez quand même être mis dans pas un tunnel, mais voilà, qu'on vous guide un peu plus. Donc on s'est dit, ok, donc ça veut dire que potentiellement, on a des choses à vous apporter en termes de fonctionnalités pour vous aider avec ça. D'accord. C'est toujours très intéressant. Ouais. Alors, la surprise, c'est un peu le lot quotidien quand on est sur des projets C'est ce que comme dit ça. Vincent, c'est l'étonnement en permanence. C'est la base, en fait. Mais il faut savoir se laisser surprendre, et donc ça s'organise. C'est-à-dire que quand on s'ancre dans le terrain, on n'a pas de grille d'analyse préexistante. C'est-à-dire qu'on laisse les phénomènes se produire et puis on les apprécie et on en fait quelque chose derrière. On ne va pas les forcer le destin en donnant un cap en fait dès le début. On va laisser la magie opérer. Et ce qu'on a compris aussi, et je reviens sur cette histoire d'analyse, c'est que nous, au niveau organisationnel, dans l'équipe, dans la manière dont on fonctionnait autour du projet, il nous manquait quelque chose. Ça marchait bien, mais il nous manquait quelque chose. En fait, tous les trois, on est des spécialistes de l'édition, en fait. Vincent, il fait le product management, Julien, il fait le product design, et moi, je fais la recherche utilisateur. Mais vous l'aurez compris, aucun de nous n'est payeur. Et dans un métier aussi codifié, eh ben, on s'en rend compte tout de suite, hein, ça pique assez vite. Et donc, nos bêta-testeurs nous ont vraiment fait ressentir ça. Et on s'est mobilisés, nous, en interne, pour s'adapter, pour vraiment changer la donne, pour ajouter cette expertise métier qu'on n'avait pas à la base. Donc, on est allé taper aux portes à l'intérieur de la maison. On est allé solliciter nos collègues payeurs. Et on est en train de les intégrer dans les différents stades de collecte, mais aussi de design derrière, histoire d'élever le débat, de rentrer dans le dur tout de suite. Donc ils font ce rôle de traducteur entre ce qui émerge du terrain et ce qui va après en design. C'est très intéressant, mais pas mais. Vos bêta-testeurs, ils en pensent quoi? Pardon, je la pose comme ça. Mais Ouais, bah, pas de souci. Hein. Après, je vais pas trop parler en leur nom. Enfin, j'en ai vu quelques-uns dans la salle, donc on pourra leur poser la question. Mais je pense qu'ils apprécient l'exercice parce que je pense que c'est toujours important quand on utilise un produit de se sentir écouté et que l'on sente que la personne qui va concevoir la solution, bah, ça va répondre vraiment à mes problèmes. Enfin, moi, c'est une conviction que j'ai quand je fais du produit, c'est que je fais du produit pour résoudre des problèmes d'utilisateurs, de clients. Pour moi, c'est primordial. Si je fais pas ça, je m'amuse pas en fait. Et c'est pour ça que pour moi, la solution qu'on est en train de construire, elle est faite par les gestionnaires de paye, pour les gestionnaires de paye. Et c'est super intéressant. La semaine dernière, on a organisé 2 labs expérimentation. Donc ça veut dire qu'on a réuni une dizaine de clients par session pour leur mettre entre les mains l'outil et leur faire des exercices pratiques. Ils sont un peu retournés à l'école la semaine dernière. Et on leur a dit, voilà, faites ces exercices-là et dites-nous ce que vous en pensez, ce que ça vous fait émerger chez vous comme sentiment. Et vraiment, je te paraphrase pour le coup, Agathe, sans ego. Allez-y, dites-nous ce que vous pensez réellement. C'est nul, c'est très bien, on prend tout. Et tout nous va. Et du coup, c'est super intéressant. ils ont répondu riche. quoi? Oh, c'était génial, magnifique. Mais c'est nul. Mais du coup, c'était très intéressant et parce que moi, j'ai une conviction par rapport à l'IA, c'est que l'IA va pas nous remplacer. C'est l'IA plus l'humain qui sera meilleur que l'IA tout seul. Donc, quand on fait une solution à base d'IA, il faut y intégrer l'humain, parce que si on fait pas ça, effectivement, le risque de remplacement il est grand. Alors qu'en fait, nous, on crée pas un remplaçant, on crée un assistant pour les gestions de paye. Et je pense que c'est très important. La nuance est importante. Ouais. Vous avez raison de le préciser, Agathe. Moi, je compléterais cette histoire d'ego.
C'est vraiment important quand on fait de la recherche. En face de nous, on a des gens à qui on demande leur perception. Donc, on est en mode déclaratif, c'est-à-dire qu'ils vont verbaliser quelque chose qu'ils ressentent. Et ils le font en face de nous. Donc, ils prennent aussi en considération le comment on va le prendre. Et on a ressenti assez vite qu'ils n'avaient pas envie de nous froisser. Donc, c'est très honorable de leur part, on les remercie. Mais quand on prend ça au global, on se dit, est-ce que ça nous rend service d'avoir des choses qui vont dans notre sens, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on prend le soin, quand on pose des questions, de leur rappeler, surtout, allez-y, pas de filtre. On a zéro ego, on ne prend pas les choses de manière personnelle. Et le plus important, c'est de faire avancer la solution dans le bon sens, dans le sens qui vous va. Voilà, ça c'est des beaux messages et c'est comme ça qu'effectivement on avance. Agathe, vous êtes au design avec Julien, c'est bien ça? Et Vincent au product management. C'est comment de travailler ensemble sur ce projet? Ah, c'est l'enfer. Ça se voit. Ça se voit, hein. Ah, c'est horrible, il faut faire quelque chose. D'ailleurs, si les Le mec chefs avec une casquette en permanence, c'est nous horrible. entendent. J'allais y venir sur la casquette, mais vous m'avez pris de vitesse, Vincent. Mais c'est pas grave. Non, c'est fou à quel point. Bon, bah, je sors pas de mon œuf, hein, j'ai quand même quelques années d'expérience. Et je peux dire que ça n'arrive pas tous les jours d'avoir une équipe qui marche aussi bien, aussi facilement, qui est aussi alignée. On arrive tous avec nos expertises. On peut sortir ce qu'on a dans notre boîte à outils. On a des gens qui ont confiance en face, qui nous laissent faire. Donc on arrive quand même. Enfin, moi, j'arrive avec des résultats qui sont quand même pas évidents à encaisser, hein, de temps en temps. Et en face, c'est pas remis en cause. En fait, on va pas les remettre en cause la méthode. Et derrière, du coup, ça transforme correctement l'essai. Donc c'est un processus hyper bien huilé qui s'est mis en place assez naturellement. Et c'est hyper appréciable. Parce que vous n'avez pas d'ego avec les bêta-testeurs, mais entre vous, Et vous n'avez pas pas d'ego d'ego non plus. entre nous, non, mais on a même des débats qui ne sont pas évidents. Je me souviens, on n'est toujours pas d'accord sur l'aspect conversationnel, sur la manière dont ça va prendre tout ça. Et puis on avance régulièrement. Je ne peux pas être d'accord un mardi et revenir le mercredi en disant à Vincent ah mais en fait j'ai réfléchi à ton truc, c'est pas Alors con. qui décide le jeudi? C'est moi. Ça c'est fait, il n'y a pas d'ego. Alors pas du tout. Pas du tout. Non, mais pour compléter ce que dit Agathe, effectivement, c'est un pur bonheur de travailler là-dessus comme ça. Parce qu'au-delà de ça, il y a cette notion que pour moi, pour faire un bon produit, il y a 3 piliers. Il y a le design, il y a le produit, et il y a aussi la tech qu'on oublie, des fois. Et pour le coup, je parlerai au nom des développeurs avec qui je travaille, mais on est très alignés là-dessus. Et ils sont aussi très à l'écoute et ils sont très challengeants aussi dans leur façon de travailler. Donc tout ça, et j'oublie pas après le marketing, les avant-ventes, tout ça qui travaille avec nous. Et c'est un pur bonheur de pouvoir d'avoir tout le monde aligné sur cette même démarche. Et c'est très cool. Surtout quand on travaille sur un truc comme ça qui n'est pas si évident que ça à expliquer et à développer auprès des gens. C'est très positif en tout cas. Je pense qu'il faut être dans cette bulle positive pour avancer, parce que les doléances, ça doit être en permanence, ça fait partie du jeu. Donc cette notion d'ego, j'aime bien ce réflexe, on va dire. Petite question, qu'est-ce que vous avez prévu pour les semaines et les mois qui viennent? Enfin, je ne parle pas de vos vacances, mais qu'est-ce que vous avez prévu? Hein, Ok, allons-y. Vous allez à Chicago peut-être? Non, c'est pas Chicago ça. Ah zut, mince, dommage, bien tenté. Bien tenté. C'est Montréal. Bon, on s'en fout. Et donc, alors pour les terrain prochaines dangereux. semaines, ce qui se passe, c'est qu'on a ce qu'on appelle des fois en produit des discoveries. Donc c'est ce que mentionnait Agathe. Donc c'est des analyses qu'on est en train de faire autour d'une problématique. Donc on en a plusieurs en cours et ça nourrit notre roadmap derrière. Quand on a plus de certitude sur une problématique et comment on va la résoudre, et ben on la met à la roadmap et on la développe. Là, on parle beaucoup de recherche et derrière. Par contre, ça génère aussi du développement. On essaie d'avoir un cycle de développement très court pour livrer toutes les semaines. Donc on a quelques analyses en cours et d'autres qui vont arriver et d'autres qui vont surgir de analyses qu'on fait déjà. Et derrière, on va les mettre en musique pour les développer et les mettre à disposition des clients. Parfait. Agathe? Moi, je dirais peut-être quelque chose au sujet de la méthodo. C'est important d'être critique par rapport à notre propre approche
d'être conscient des limites qu'on a avec la méthode bêta. Parce qu'en face, nous avons des bêta-testeurs qui sont dans des configurations très particulières. Ce sont des personnes qui sont motivées, qui accueillent l'incertitude, qui accueillent le « ça marche pas encore », qui ne sont pas forcément inquiets par rapport à leur futur, à leur emploi. Mais il faut bien qu'on garde en tête que ce n'est pas la configuration de tous les utilisateurs. Et donc, on est conscient de cette limite-là. Et pour le moment, on travaille avec cette population-là qui a ses caractéristiques. Mais c'est que la première marche. C'est-à-dire que la deuxième marche, après, il va falloir faire ce même travail, mais auprès des utilisateurs qui sont dans des configurations qui sont complètement différentes. Et là, on va mettre le doigt sur d'autres problématiques, comme les préoccupations, mon emploi va disparaître, qu'est-ce qui va me rester, et le contrôle, et ça m'angoisse parce que moi, je suis responsable du résultat. On va parler aussi reconfiguration du système organisationnel, parce que forcément, on va toucher au processus. Il y a peut-être aussi une partie dialogue social sur laquelle on ira après. Donc, j'espère qu'on va pouvoir mettre en place tout ça. Parfait. Merci beaucoup à vous deux. On va prendre peut-être une question dans la salle. Je ne crois pas beaucoup, mais bon, après déjà. Si, formidable. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien vous filmer? Merci pour toutes ces explications, parce que c'est vraiment intéressant de découvrir comment ça peut se passer, la recherche, voilà, toutes ces étapes. Mais pour moi, là, je suis désolée, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? Parce que là, pour l'instant, moi, je ne vois toujours pas. On parle de développement, de recherche, mais on ne parle plus de paye. Et donc, en fait, moi, j'aurais besoin d'exemples concrets. C'est-à-dire, moi, dans un an, c'est développé, ça fonctionne. Qu'est-ce que vous allez c'est quoi votre proposition? Là, je suis désolée, moi, j'arrive pas à me projeter, en fait, en me disant, voilà, l'IA au service de la paye. Dans un an, ça fonctionne. C'est quoi? Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que j'ai sur mon poste qui va changer, quoi, concrètement? Merci beaucoup. Là, on est en train de défricher, donc c'est normal et on partage. On n'a pas des réponses encore aujourd'hui. Le micro, s'il vous plaît. Vous disiez un cas utilisateur, par exemple, un arrêt maladie. Mais ça veut dire quoi? Moi, aujourd'hui, je saisis des arrêts maladie. Et ma question, c'est, ça veut dire quoi l'IA pour un arrêt maladie? Ça veut dire quoi l'IA pour... Vous voyez, c'est juste... voilà, dans ce que vous avez pu tester jusqu'à maintenant, on ne va pas regarder dans une boule de cristal, mais jusqu'à maintenant, voilà, qu'est-ce que vous avez testé? Qu'est-ce que vos bêta-testeurs vous disent? Tiens, ça m'aiderait, ou justement, Merci. Alors, je peux vous parler de l'atelier qu'on a eu hier avec une entreprise. Le cas d'usage, c'est je renseigne le dossier individuel. Donc, nouvel arrivant. Eux, très concrètement, c'est le goulot d'étranglement de fin août, début septembre par rapport à l'arrivée de tout un tas d'alternants. Ça représente à peu près 80 heures de travail pour tous les alternants, pour tous les gestionnaires de paye. Il faut initialiser le dossier individuel et le renseigner avec tout ce qui va dedans. Il y a plein d'informations à aller chercher à droite, à gauche. Des fois, ça passe par des systèmes d'infos, des fois, ça passe par email, par pigeon voyageur. Enfin, il y a des sources qui sont assez compliquées. Il y a des recroisements d'informations aussi à faire, parce que pour les alternants, quand on signe un contrat, le salaire n'est pas forcément celui de l'entrée en fonction. Donc pour arriver jusqu'à la toute fin du processus, ça prend actuellement 20 minutes et puis c'est un peu l'enfer. Donc là, on a décortiqué tout ça. Qu'est-ce qui est fait quand? Où est-ce que ça pique? Et où est-ce qu'il faudrait automatiser? Et donc on va mettre ça maintenant dans les tuyaux de la conception pour voir comment ça peut se représenter avec l'outil. Et la prochaine fois que cette entreprise-là va aller mettre les mains dans CJ de Pulse, c'est pour éprouver cette fonctionnalité qui commence à prendre forme. Okay. Est-ce que ça répond? Génial. Parfait. Généralement, on ne demande pas si ça répond. On passe à la question suivante. Ouais, mais
Non, mais on sait jamais. T'as eu un peu la déformation professionnelle? Ouais. Est-ce que ça répond à ce Oui, que- oui, déjà, Ouais, ça en fait. répond. Y a-t-il d'autres éléments que vous voulez que nous processions par rapport à la Mais on réponse peut qui a en été parler posée? après si vous voulez. Hein. Une autre question? Oui, on a une question ici au chat, Ah. qu'ils sont 13 d'ailleurs à se poser, donc on va l'aborder. Sur Comment 1500. l'IA aborde l'aspect sécurité des données et des salaires, s'il vous plaît? C'est pour moi. Tout ce qui va être sécurité des données, alors ce qu'il faut savoir, c'est que notre IA qu'on est en train de concevoir, aujourd'hui, elle est surtout à des fins d'analyse. C'est-à-dire qu'elle ne stocke aucune donnée que vous saisissez. Elle prend la donnée, elle l'analyse, elle la restitue. Elle ne la stocke pas. Toutes les données sont stockées au même titre que ce qui se passe dans le logiciel de paye. De ce point de vue-là, il n'y a pas de problématique en termes d'utilisation de la donnée, puisqu'elle reste cloisonnée chez Cegid, en l'occurrence. Voilà. Mais ça, c'est fait. Allez, une dernière question. On a encore un tout petit peu de temps. J'en ai une autre. Oui, vous m'entendez? Ok. Est-ce que l'assistant IA va remplacer les fiches KB? Ah ah. Ah ah, je sais pas ce que c'est. C'est dans mon petit sac que j'ai laissé Pas ce que c'est au vestiaire, mais effectivement, il y a un sujet d'aussi d'éduquer, de faire comprendre aussi comment fonctionnent les outils. Donc forcément, oui, on a en tête ce sujet-là, de pouvoir mettre à disposition les fiches KB directement via l'assistant IA, qui puisse y répondre. Voilà, KB, IA. Et du coup, moi j'ai une petite question. Vous Ah basez ben, sur super. quoi comme modèle? Sur ChatGPT, Mistral ou le propre, enfin le vôtre? Azure OpenAI. Et pan. Donc OpenAI avec une couche Microsoft Azure par-dessus. Et on termine par une petite pincée de chat. Ok. Sujet passionnant. On pourrait continuer comme ça, mais il faut qu'on enchaîne. Je vous demande d'applaudir une nouvelle fois, s'il vous plaît. Vincent et Agathe, merci infiniment pour ce témoignage. L'envers du décor, c'était vraiment très instructif. Merci encore.